Alors, la face est un temps important de l'examen échographique. On va essayer de la voir étage par étage, car la face, ça n'est pas que la lèvre supérieure. On ne va pas trop s'étendre sur le reste, mais on va essayer de faire le point. Alors, les os propres du nez, ça fait partie de nos examens de dépistage. Qu'est-ce que c'est que les os propres du nez? Il faut juste se rappeler que ce sont deux structures osseuses, deux lames osseuses, qui sont fusionnées à leur centre et qui sont rattachées donc aux frontaux et aux maxillaires. Alors, il a été démontré que quand ces os propres du nez étaient, entre guillemets, agénésiques, on augmentait, c'était un facteur qui augmentait le risque d'anomalie chromosomique. Vous savez tous qu'on les voit dès 12 semaines d'aménorrhée, quand on est en couple sagittal, et forcément, donc, ultérieurement. Alors, il arrive qu'on ne voit pas ce qu'on appelle les os propres du nez. En fait, c'est une appellation impropre, parce que vous voyez que, en fait, la charpente n'est pas osseuse, mais cartilagineuse, c'est-à-dire qu'il ne manque pas les os propres du nez, c'est simplement que la synostose n'est pas ossifiée. Ou alors, elle est ossifiée partiellement. Et donc, on voit bien sur des coupes transverses étagées qu'en fonction de la hauteur du plan de coupe, on va avoir soit la fusion partielle, ou l'absence de fusion en fonction de la hauteur, dans ce qu'on appelle les agénésies partielles. Et alors, en fait, est-ce qu'il est légitime de dire que c'est une agénésie des os propres du nez, surtout dans l'oreille d'une maman, qui entend qu'il n'a pas d'os propre du nez, qui imagine que son enfant n'a pas de nez? Enfin, vous voyez, c'est très angoissant. C'est donc pas légitime pour des raisons anatomiques, c'est pas légitime pour des raisons humaines. Et donc, si on veut être précis, eh bien, il s'agit d'une synostose, c'est-à-dire une soudure osseuse des ailes du nez qui ne s'est pas opérée et qui peut s'opérer plus tard dans le temps. Et ça explique pourquoi ces fœtus qui n'ont pas d'os propre du nez, enfin de synostose os propre du nez visible, ont un petit profil tout à fait normal. Alors, on peut passer à l'angle frontonasal. C'est utile de connaître que cet angle entre l'os frontal et les os propres du nez est compris entre 120 et 130 degrés. C'est utile dans certaines dysmorphies faciales de décrire ce qui n'est pas comme d'habitude et de donner l'angle. Le problème, c'est qu'il y a quand même une variabilité interindividuelle, c'est que tous les fœtus, comme tous les individus, ne sont pas tous pareils, et vous avez des angles frontonasaux ici un petit peu différents. Il s'agit de 4 fœtus qui sont absolument indemnes. En revanche, on va avoir des situations où l'ouverture de l'angle frontonasal est extrêmement importante, presque plat, souvent en relation avec une hypoplasie de l'étage moyen de la face, ce qu'on appelle les syndromes de Binder, ou en tout cas des Binder-like, et donc ça va nous amener à rechercher des anomalies syndromiques. Ou à l'inverse, on peut avoir des angles frontonasaux trop prononcés, donc trop fermés, et on va avoir ici, par exemple, dans certaines craniosténoses, des aspects de cette nature-là. Donc ça va être des signes d'appel. Autre structure qu'on voit en échographie, c'est les téguments du front, qu'on va mesurer, comme vous le voyez ici, entre la jonction entre le frontal et les os propres du nez et la voussure, le plan cutané. Alors on peut avoir, pour des raisons cardiogéniques, pour des raisons diverses, mais aussi pour des anomalies syndromiques, une augmentation de cette épaisseur qui peut donner l'impression, si on regarde le plan, uniquement le premier plan, sans tenir compte du plan osseux, un faciès un peu plat. Et donc ça, c'est important aussi dans la description. Alors on peut parfois tomber sur des choses qui vont orienter, compte tenu des angles de raccordement que vous voyez ici, c'est pas un œdème sous-cutané, c'est plutôt quelque chose de tumoral. Est-ce que c'est vasculaire? Est-ce que c'est autre chose? C'est compliqué à dire à l'échographie. Alors parfois, c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez que si vous êtes fin sémiologiste, vous voyez qu'il y a un problème de continuum osseux ici, entre l'os frontal et les os propres du nez. Donc ça amène à une réflexion différente. Et parfois, ça peut être un peu plus compliqué, comme c'est le cas ici. Vous voyez qu'il y a une rupture de la continuité osseuse, et il faut penser qu'il peut y avoir des dysraphismes au niveau du pôle céphalique, et en particulier au niveau antérieur. Et si on fait un rendu de surface, vous voyez que ce fœtus, il avait un dysraphisme des orbites. Vous avez ce trou avec la suture métopique qui est en continuité, avec donc un tableau de méningo-encéphalocèle fronto- ou fronto-ethmoïdal. Le philtrum. Alors le philtrum, donc cette partie qui est sous la cloison nasale et l'extrémité de la lèvre supérieure, c'est concave du fait que la lèvre est ourlée, c'est-à-dire qu'elle repart. Il y a ce qu'on appelle la lèvre blanche et la lèvre rouge. Elle est ourlée, donc la lèvre blanche ici, la lèvre rouge ici. Eh bien, il se trouve que chez le fœtus, cette sous-cloison nasale, elle a exactement la même longueur. Le philtrum a la même longueur que la sous-cloison nasale. Donc pour nous, ça n'a pas d'intérêt de mesurer, mais de voir si le ratio entre
cette longueur-là et celle-ci est tout à fait la même. Là aussi, il y a des variations interindividuelles, 4 fœtus normaux d'origine géographique différente. Vous avez deviné, celui-là, il est plutôt originaire d'Afrique centrale. Vous avez un autre qui était originaire d'Asie. Mais dans tous les cas, la lèvre est un petit peu ourlée. Ce qui n'est pas le cas chez ce fœtus. Outre le fait qu'il a un œdème préfrontal, que vous voyez là, il a un philtrum qui est bien plus long que la sous-cloison nasale, et puis surtout, il est trop rectiligne, il n'est pas ourlé. Donc il a un philtrum long et anormalement rectiligne. Et ces deux-là, vous voyez, ils ont en commun la même chose, un philtrum très long, non ourlé, et en plus un rétrognathis. Vous voyez qu'ici, la partie antérieure de la mandibule, ça on appelle le pogonion, est en retrait. Donc, c'est un ensemble polymalformatif. La langue. La langue, on la voit bien en échographie, et on va voir tout à l'heure, notamment pour les fentes, on va l'utiliser. La langue, au deuxième trimestre, elle ne doit pas dépasser la ligne qui passe par la partie antérieure de la mandibule et du maxillaire, cette ligne ici qui apparaît en bleu. Alors, on voyait, maintenant on ne voit plus beaucoup de trisomique 21 chez nous en France au deuxième trimestre, parce qu'ils ont été, entre guillemets, filtrés, si on peut parler comme ça, par le risque combiné au premier trimestre, mais ça peut encore arriver, donc vous avez une langue qui est protruse. Donc ça, au deuxième trimestre, ça amène à prendre en compte ce signe comme une augmentation de risque. En revanche, au troisième trimestre, il est fréquent que la langue s'interpose entre le maxillaire et la mandibule, comme vous le voyez ici. Si c'est un fœtus qui est plutôt macrosome, et qu'en plus, cette langue qui est interposée est épaisse, vous voyez que là, la hauteur est absolument rien à voir avec celle-ci, et que sur le plan de la coupe transverse, elle est large, donc elle est vraiment volumineuse, c'est une macroglossie, avec un fœtus donc, qui est un peu macrosome, et bien on peut penser au syndrome de Wittmann-Beckwith, ce qui n'est pas très grave en soi, mais ça provoque des hypoglycémies néonatales, et donc il faut que les équipes de réanimation, enfin les équipes pédiatriques soient informées que cet enfant va être surveillé de manière adaptée. Alors la langue, eh bien, quand on l'observe, vous voyez ici par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai mis un témoin normal à côté, ce qu'on doit avoir dans notre mémoire visuelle pour pouvoir comparer avec ce que le fœtus nous présente. Eh bien, vous voyez que là, eh bien, il y a une distance qui est augmentée entre le maxillaire et la mandibule, c'est-à-dire qu'il y a une grosse langue, et on le voit très bien ici sur la coupe frontale également. Par ailleurs, vous avez vu qu'il y a une image liquidienne qui est tout à fait en avant, et quand on multiplie les plans de coupe, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a plusieurs petites images liquidiennes avec une langue très probablement épaisse. On a quand même assez d'arguments pour évoquer une forte probabilité de lymphangiome kystique de la langue. Alors, au troisième trimestre, c'est plus compliqué parce qu'on va le voir, les ombres acoustiques des structures osseuses qui sont en amont nous gênent considérablement. On voit cependant chez ce fœtus-là, qui est une image liquidienne dans la bouche qui n'est pas ordinaire, qu'il y a une augmentation comme s'il avait le menton abaissé, et à l'occasion d'un mouvement de bâillement opportun, eh bien, on voit qu'en fait, sous la langue, sous le plancher de la langue, il y a des images kystiques à cloison fine. Là aussi, ça évoque un lymphangiome kystique de la langue, qui n'est pas toujours quelque chose de simple à prendre en charge. Et puis là, vous avez une image qui ressemble à ce qu'on vient de voir précédemment. Mais à la différence du cas précédent, vous voyez que l'interface osseuse maxillaire et mandibulaire ne sont pas écartées, que la langue n'est pas très grosse, et que cette image est en plus imparfaitement anéchogène. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais en temps réel, on voyait que les mouvements linguaux, les mouvements de la langue étaient indépendants de cette image ici, kystique. Il faut savoir qu'il y a des pathologies bénignes qui sont des tumeurs gingivales qu'on appelle des épulis et qui donc se développent au niveau de la gencive et qui donnent cet aspect-là. Vous voyez que je suis parti d'une image très proche pour arriver à des diagnostics différents. Pour dire encore une fois, rien n'est uniciste, ce n'est pas une image, un diagnostic. C'est une image, c'est un signe d'appel, et il faut décliner pour essayer de faire une démonstration. Et puis le quatrième dossier, qui ressemble au précédent, on est un peu plus tard, vous avez une image liquidienne dans la bouche qui s'interpose entre lèvre supérieure et lèvre inférieure, et on a une autre petite image liquidienne ici. Alors on se dit, plusieurs images liquidiennes, lymphangiome kystique. Mais il faut exploiter la sémiologie jusqu'au bout. Oh, zut, c'est dommage. Mais la sémiologie, c'était qu'il y avait une paroi un petit peu épaisse. Il faut savoir qu'il peut y avoir des duplications digestives depuis la bouche, enfin depuis la langue, jusqu'au rectum, sur tout le tractus digestif. Et la radiopédiatrie a confirmé que c'était une duplication. Alors la mandibule, la mandibule, elle a une croissance qui n'est pas homogène. C'est-à-dire que les branches horizontales vont grandir, mais pas un peu en retrait par rapport à la branche transversale. Et donc, vous allez avoir une croissance d'arrière en avant.
Ce qui explique qu'à 18 semaines, eh bien, vous avez, vous voyez ici, on voit bien la ligne qui passe donc par le maxillaire et la mandibule, qui passe à distance de la pointe des os propres du nez. Donc il a un petit rétrognatisme, mais qui est physiologique à ce terme-là. Et sous l'effet de la croissance de la branche horizontale, vous voyez que cette ligne va se rapprocher pour, au 3e trimestre, être alignée sur la pointe des os propres du nez. Donc attention, quand on fait des bilans morphologiques précoces, vous voyez, il a un corps calleux qui est encore court, il est jeune, eh bien, ce micro-rétrognatisme est physiologique. Il ne faut pas se précipiter sur des hypothèses syndromiques tout de suite. La mandibule donc, peut nous amener à des diagnostics de rétrognatisme. Je vous ai mis un témoin normal. Vous voyez qu'à l'évidence, la distance entre les os propres du nez et cette ligne est augmentée. On note que la langue est en place, ce qui est dans ce contexte important. Pensons toujours que quand il y a un rétrognatisme, il peut y avoir une fente palatine associée, car les mouvements de la langue qui s'appuient sur le palais normalement constitué concourent au développement de la branche horizontale de la mandibule. Et donc, quand le fœtus ne peut pas téter de manière efficace, eh bien, ça peut ralentir le développement de cette mandibule, et pour nous, ça peut être un signe d'appel. Donc, vous voyez ici, on voit bien qu'il y a une fente, on va revenir dessus. Il y a une communication entre les fosses nasales et la cavité buccale avec la langue. Et ce point que vous voyez ici, osseux, c'est le vomer, ce n'est pas le palais, on va voir la différence tout à l'heure. Et donc, un rétrognatisme, et vous voyez que là, ce qui attire l'attention, c'est la brièveté de la distance entre le maxillaire et la mandibule, comme s'il n'y avait pas de langue, comme s'il y avait une aglossie. En fait, la langue, elle est présente, mais elle est verticalisée. Vous voyez qu'elle est ici. Elle est donc une glossoptose, comme on dit. Glossoptose plus rétrognatisme, donc séquence de Pierre Robin, hein, avec une fente palatine. Donc le bébé fait ses mouvements des mouvements de langue verticaux et non pas dans le sens antéro-postérieur. Alors les yeux, on va passer un peu plus vite, mais ils font partie de l'examen maintenant, puisqu'on nous demande d'aller regarder les 2 orbites et avec les clichés qui doivent être annexés, comprenant la visualisation du cristallin. À 32 semaines, on peut faire, 22 aussi, il y a des biométries concernant la taille de l'œil. Attention, cette artérialoïdienne, c'est un reliquat, ça s'appelle le canal de Cloquet, car l'artérialoïdienne, elle s'oblitère aux environs de 10 semaines d'aménorrhée. Ce que nous voyons, nous, au 2e trimestre, c'est l'interface sur le reliquat de cette artère. Vous pouvez toujours essayer de mettre du Doppler, ce qui est déconseillé parce que l'œil, il y a une rétine, c'est du matériel très sensible et le Doppler envoie de l'énergie, mais il n'y a pas de vascularisation, c'est un reliquat. Ce reliquat, on le voit de manière courante, sans que ce soit pathologique, à 22 semaines. En revanche, si à 32 semaines, on a la persistance du canal de Cloquet, de ce reliquat de l'artérialoïdienne, c'est que très probablement, il y a une anomalie dans le développement de l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? La mesure permet de voir des microphthalmies qui peuvent être symétriques ou asymétriques, qui peuvent être sévères, voire extrêmes, qui vont confiner à l'aneuphthalmie. Souvent, des considérations génétiques sont en cause, avec des mariages consanguins. On peut avoir une aneuphthalmie unilatérale. L'écart interorbitaire, on nous avait appris il y a 25 ou 30 ans à mesurer la distance interorbitaire. On ne fait plus ça, on ne recommande plus de faire ça en titre systématique. Claude Talman nous avait montré de manière très simple qu'en coupe transverse, on peut mettre un 3e œil virtuel entre les deux. Et ça, si cet œil tient, c'est qu'il n'y a pas d'hypotaylorisme. S'il y a trop de jeu, c'est qu'il y a un hypertaylorisme. Et c'est valable aussi en coupe coronale. Alors bon, il y avait des tables, donc encore une fois, c'est dépassé. Alors, l'écart interorbitaire, vous voyez, il est ici augmenté. On voit bien qu'on peut mettre un œil supplémentaire. Et alors, je vous ai mis différents types d'hypertaylorisme. Mais il ne faut pas se contenter que de la distance. Vous voyez que, par exemple, entre ce cas-là et celui-ci, où l'hypertaylorisme est modéré, il y a quand même une grosse différence. C'est que là, il n'y a pas de matériel osseux, ici. Comme on le voit ici, c'était des os propres du nez. Et donc là, il y avait une méningocèle fronto-ethmoïdale qui expliquait l'augmentation. Alors, à contrario, on peut avoir un rapprochement des globes oculaires, et là, on est souvent dans le spectre des holoprosencéphaliques, vous voyez ici, qui peuvent confiner parfois à la cyclopie. Les anomalies cristallins, donc c'est les cataractes, donc un cristallin qui apparaît sur le plan échographique fibreux, donc c'est-à-dire échogène. C'est des cataractes qui peuvent être globales, symétriques ou asymétriques et partielles. Pourquoi regarder ces cataractes ? Je vous ai mis ici la liste des pathologies pouvant être associées à une cataracte congénitale. En jaune clair, c'est ce qui est occasionnellement associé, et en jaune foncé, où c'est souvent associé. Autre anomalie de l'œil, on peut avoir ce qu'on appelle à tort des décollements de rétine. En fait, c'est sur le plan embryologique
des non-accolements de la rétine, car au départ, il y a un espace entre la rétine, le feuillet neurologique de la rétine, et le feuillet choroïdien de la rétine, et cet espace il doit disparaître. Et donc, il ne s'est pas collabé, si bien comme vous le voyez ici, vous avez un fœtus qui, en plus, a des cils un petit peu longs, ce qui est anormal. Eh bien, on peut reconnaître les composants, le cristallin, le reliquat de l'artère hyaloïdienne, la rétine et le nerf optique. Et ici, donc, cette rétine qui n'est absolument pas collée à la sclérotique. Et puis, si vous regardez bien, parce qu'il faut toujours fouiller dans tous les sens, vous voyez qu'en dedans de l'œil, il y a une petite image d'addition, et en tournant la sonde, eh bien, on s'aperçoit qu'elle communique avec le globe oculaire, ce qui définit un colobome, anomalie oculaire qui, sur le plan fonctionnel, peut être grave. Alors, vous connaissez ces images que les pédiatres connaissent bien, ces petites voussures sur le bord interne de l'œil, qui est un dacryocystocèle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons dans la partie supérieure et externe de l'œil des glandes lacrymales dont la vocation est de produire des larmes, du liquide, qui va permettre l'humidification de la cornée. Et ce liquide est résorbé ici dans un canal lacrymal qui est en communication avec les fosses nasales. Et il y a ici une petite valve qui s'appelle la valve de Hassner, qui parfois est un peu étroite. Et donc, ça va provoquer une dilatation du sac lacrymal. Sur le plan échographique, ça donne des images liquidiennes d'addition, parfois surprenantes, qui peuvent avoir presque la taille de l'œil. Et quand c'est bilatéral, vous voyez que là, ça fait un aspect un peu arachnidé, comme ça. Et c'est généralement bénin. Soit ça s'auto-désobstrue en anténatal, soit les pédiatres prennent en charge. Il arrive parfois qu'il y ait des surinfections, mais c'est plutôt rare. Donc, les fentes. Alors, les fentes, c'est une histoire qui commence très tôt, parce que là, vous voyez, on est à 6 semaines. La métamérisation a amené un certain nombre de plis ici, donc les arcs branchiaux. Et donc, sur le plan du développement de la face, eh bien, c'est les 3 premiers. Le bourgeon frontal, les 2 bourgeons maxillaires, il y en a un à droite et un à gauche, et le bourgeon mandibulaire qui est médian, qui vont intervenir. Et ces structures, quand on va le voir sur cette animation, là, vous avez les bourgeons maxillaires, bourgeon frontal et le bourgeon maxillaire. Et donc, tout ça va évoluer. Et vous comprenez bien que quand notamment les bourgeons maxillaires ne vont pas faire leur travail et qu'il n'y aura pas l'apoptose qui va mettre la soudure de cet arc labial supérieur, eh bien, on va se retrouver devant la constitution de fentes. Alors, si on regarde maintenant un palais par voie inférieure, eh bien, il faut définir les choses. On a le palais primaire ou le palais antérieur qui est ici, et puis on a le palais postérieur, ici en vert. Et vous voyez qu'il y a des zones de fusion. Ça, c'est la zone de fusion des 2 processus palatins qui vont permettre de fermer le palais secondaire. Et ici, c'est la zone de fusion entre les processus palatins et le palais primaire. Ça donne cette image un petit peu en Y, centrée par ce qu'on appelle le foramen incisif. Pourquoi je vous parle de ce foramen incisif? C'est parce que c'est le lieu de départ, finalement, de la fermeture du système. La fermeture dans la partie antérieure se développe d'arrière en avant. Et on va voir que ça va avoir une incidence sur les variétés de fentes qu'on va être amené à voir. Quant aux processus palatins qui sont sur les côtés, ils vont aller essayer de se rejoindre, et ceci se fait d'avant en arrière. Et donc, je reviens avec cette vue pour montrer le développement du palais. Donc là, on est à un stade où il y a une communication, et cette structure centrale que vous voyez là, c'est le vomer dont on a évoqué la présence tout à l'heure. Et à ce stade-là, la langue communique avec les fosses nasales, et donc la fermeture aboutit à ce processus ici, avec une fusion des processus palatins et le vomer qui est juste au-dessus. Alors, vous avez deviné que c'est l'un de ces mécanismes qui va intervenir dans la genèse de ces fentes. Et donc, quand le processus concernant la partie antérieure s'interrompt à sa portion terminale, eh bien, ça va donner des fentes labiales simples qui peuvent être unies ou bilatérales. Quand ça s'interrompt plus en avant encore, eh bien, ça va affecter la lèvre, mais également le maxillaire, fente labio-maxillaire ou labio-alvéolaire. Quand ça va affecter l'ensemble du processus de point, le point incisif jusqu'à la narine, ça va donner une fente labio-alvéolaire unie ou bilatérale. Quand le processus postérieur se mêle à ce dysfonctionnement, cette dysembryopathie malformative, et on va avoir une fente labio-maxillo-palatine, unie ou bilatérale. Et puis on peut avoir, si le processus antérieur se déroule de manière normale, mais que ça affecte uniquement la fermeture du palais postérieur, eh bien on va avoir des fentes palatines, soit complètes, soit partielles. Donc vous voyez qu'on va avoir différentes catégories, et c'est important de les connaître, parce qu'il faut qu'on décrive au mieux de la réalité du bébé qu'on a sous notre sonde, la situation, pour que notre collègue chirurgien maxillofacial,
qui encore une fois va recevoir nos patients avant la naissance pour envisager les modalités de réparation, eh bien, il faut qu'on lui donne le plus de détails possible. Alors, par ailleurs, dans les recommandations professionnelles, parmi les 22 clichés qu'on doit maintenant annexer à chacun des comptes rendus, vous voyez qu'il y a le cliché qu'on avait déjà sur les versions antérieures, qu'on appelle la coupe nez-bouche, qui est une coupe frontale. Et puis par ailleurs, dans les items sur lesquels il faut que chaque praticien, pour chaque fœtus, se prononce, qui s'engage, si vous voulez, bien, on nous demande de vérifier la continuité de cette lèvre supérieure. Il faut écrire aspect habituel, on s'engage. Alors, si on regarde donc un fœtus, la coupe frontale, la coupe nez-bouche, elle peut être faite de manière variée. On peut faire une coupe qui est un peu trop oblique, et vous voyez que là, vous allez passer par plutôt la cloison nasale, vous allez passer par le haut du philtrum, et vous allez naturellement voir les deux alvéoles des incisives médianes supérieures, mais vous n'avez pas l'extrémité de la lèvre. Donc si ce fœtus a une fente labiale simple, eh bien, cette coupe-là va être obtenue, mais on passera à côté du diagnostic. Si on fait une coupe qui est beaucoup plus antérieure, alors vous voyez que là, on passe par le bout de la lèvre avec ce petit arc qu'on appelle l'arc de Cupidon, qui centre le philtrum. Et donc là, vous voyez qu'il faut mieux faire des coupes qui soient des coupes, comme on le voit ici, étagées, qui permettent d'aller jusqu'au palais primaire et jusqu'à l'extrémité de la lèvre. Alors, le 3D, on ne peut pas parler de la face sans parler du 3D, et ça donne des images qui sont beaucoup plus compréhensibles, surtout par la patiente. Mais comme toujours, quand on parle de 3D de surface, on présente des belles images. Chacun d'entre vous sait que très souvent, c'est ce genre de choses. On a un dos antérieur avec un membre qui passe devant, avec peu de liquide amniotique, et ces images qui sont finalement des images de démonstration, d'exception, il y a toujours un petit excès de liquide, il n'y a pas de cordon devant, il n'y a pas de membre devant, et ce n'est pas la vraie vie. Par ailleurs, ces images sont des reconstructions, et les reconstructions ne donnent pas la même précision que les images natives en haute résolution. Alors, quelles sont les performances du dépistage échographique et où sont les points d'amélioration potentiels concernant ce dépistage? Il y a une étude qui date un petit peu, mais qui a une grosse puissance, puisque c'est une étude prospective sur une base géographique régionale qui a été faite dans les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'ils ont dit, dans cette région, on va examiner de manière prospective toutes les fentes, enfin toutes les patientes, et ils avaient un taux de couverture, donc sur un an, de 93% des femmes qui ont accouché dans la circonscription. Alors, ils ont défini deux groupes, les groupes à bas risque et les groupes à haut risque. Donc, le bas risque représentait donc une minorité, 93%, et 7% de groupes à risque qui ont été suivis par des opérateurs expérimentés. Alors, la prévalence de toutes les fentes, eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est à peu près 1 sur 600, c'est un peu comme les pieds-beaux, quoi. C'est un peu le même niveau de risque. Alors, dans le groupe à bas risque, donc dans les dépisteurs, la prévalence était de 1 sur 717, et dans le groupe à risque accru, donc 1 sur 236, ce qui est normal, puisqu'il y avait dans ce groupe à risque des risques de récurrence du fait de cas index. Alors, quelle était la distribution des types de fentes dans cette étude? Vous voyez qu'il y avait 3 gros groupes. Il y avait le groupe des fentes labiales simples, un petit tiers, les fentes labiopalatines, un gros tiers, et les fentes palatines isolées, c'est-à-dire sans autre anomalie, un petit tiers. Puis le reste, c'est des fentes marginales qui sont souvent syndromiques. Alors, quelles sont les performances en termes de sensibilité, c'est-à-dire de détection, et des spécificités, c'est-à-dire en termes de faux positifs? Encore une fois, il faut bien dépister, mais il ne faut pas faire trop de faux positifs. Donc, il faut trouver le bon arbitrage. Alors, la sensibilité du diagnostic anténatal, vous voyez ici pour les fentes labiales, les fentes labiopalatines, fentes palatines, les fentes médianes et atypiques. Ça, c'est les dépisteurs, et vous voyez qu'ils étaient très bons dans cette équipe, sauf pour les fentes palatines, 0. Les référents, ils étaient très forts pour les fentes labiales, les fentes palatines, toutes détectées. Bon, les fentes médianes, elles avaient déjà été détectées, mais pour les praticiens expérimentés, pas de diagnostic de fente palatine simple. Alors, la spécificité, on l'a vu, est élevée, mais la précision est imparfaite, parce que 30% des fentes labiopalatines ont été diagnostiquées fente labiale simple. Ce qui veut dire que quand on a une fente, il faut être méthodique, rigoureux pour analyser plan par plan, c'est-à-dire la lèvre, l'arc alvéolaire, le maxillaire, le palais. Alors, quelles sont les anomalies associées? Vous voyez que dans cette étude, et c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, près de 40% d'anomalies associées. Ça veut dire que quand le référent reçoit une patiente adressée pour une fente, la première chose à faire, c'est le bilan de la fente, la description, et ensuite d'aller rechercher des anomalies associées. Parce que réparer une fente chez un fœtus qui a un syndrome X ou Y, il va y avoir des déficits du neurodéveloppement, par exemple, qu'évidemment, on ne sait pas réparer
par les chirurgiens maxillofaciaux. Alors, la répartition des fentes, vous avez 13% d'anomalies chromosomiques et 26% d'anomalies syndromiques. Donc, on fait un karyotype et on fait une CGH, ou une ACPA. Alors, si on regarde maintenant la répartition des fentes isolées et associées en fonction de la nature des fentes. Vous voyez que les fentes labiales, elles sont majoritairement isolées, mais que plus on descend, plus les formes associées sont présentes. Et notez ici que dans les fentes palatines simples, eh bien, vous voyez qu'il y a plus de 50% d'anomalies associées. Alors, vous voyez que cette étude est intéressante. Elle dit on est très mauvais pour détecter les fentes palatines simples. Or, dans les fentes palatines simples, complètes ou partielles, il y a un certain nombre de syndromes, il peut y avoir des Dijorge, des choses comme ça, qui peuvent être associés à cela. Alors, pourquoi le taux de détection des fentes palatines simples est très imparfait en échographie? On peut se poser la question. Si on regarde sur une coupe anatomique, vous voyez que le palais qui est ici, il est constamment entouré de structures osseuses. L'os, c'est l'ennemi de l'échographiste, puisque ça génère des ombres acoustiques, c'est-à-dire d'une perte de signal. Alors, ça donne ce type d'image, c'est-à-dire qu'on voit très bien ce fœtus, mais ici, le maxillaire arrête les ultrasons et on est incapable de dire ce qui se passe derrière. Alors, il est vain de croire qu'avec l'écho 3D, on va résoudre les problèmes. L'écho 3D ne montre pas ce que l'écho 2D ne peut pas montrer. Et donc, vous voyez qu'ici, on fait la même type de coupe, on donne à la machine l'ordre de ne faire apparaître que ce qui est dans ce rectangle-là, et il nous fait apparaître le fait qu'il n'y a pas de signal et que les fosses nasales communiquent avec la cavité buccale, ce qu'on a l'impression de voir ici. Donc l'écho 3D n'est pas une solution alternative, c'est une solution éventuellement complémentaire. Alors, le plan sagittal, parfois, quand la suture métopique est un petit peu large, nous permet de voir un petit peu du palais. Et vous avez remarqué que ces interfaces, ce n'est pas une ligne droite, c'est une image un peu comme un diapason. Une ligne qui se sépare. Et qu'est-ce que c'est ? Je vous ai cité le mot vomer tout à l'heure. C'est un os donc, qui est en contact avec les processus palatins qui sont fermés, qui reçoit la partie cartilagineuse de la cloison nasale. Et donc, quand il y a une fente palatine, ce vomer peut être présent et il va créer une interface osseuse. Alors, on va avancer. Donc, il nous reste quoi ? Il nous reste la voie translinguale transverse. C'est-à-dire qu'on va passer entre le maxillaire et la mandibule, et on a la chance d'avoir derrière ça une langue qui est sono-transparente, en tout cas qui n'absorbe pas trop d'énergie, et donc on va pouvoir dégager le palais. Donc ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre qui est relativement étroite. Il faut pouvoir d'abord mettre la sonde en face de la face, et puis ensuite de faire des mouvements, de faire becquer la sonde pour essayer d'aller voir ça. Ça donne ceci. Vous avez ici, vous voyez, la langue, l'arc maxillaire, on descend l'arc mandibulaire, et vous avez ici le palais. On a vu passer les apophyses ptérygoïdes, là, c'est deux petites structures qui descendent. Et on peut descendre un petit peu la coupe. Et les apophyses ptérygoïdes, c'est les deux points qui sont ici. On peut aller au palais vélaire, donc pour voir le voile du palais qui est centré, on va enlever ça, qui est centré par la luette. Alors, on a une autre voie qui est exploitable quand le fœtus est relativement défléchi, c'est-à-dire qu'on va passer par l'espace ici, tissulaire, qui est sous-mentonnier. Et donc, vous voyez que quand vous envoyez les ultrasons qui vont du bas vers le haut, vous avez la langue, vous avez ici les alvéoles dentaires avec les gerbes dentaires, et vous avez le palais osseux qui arrête les ultrasons, donc on n'insonne pas la région ethmoïdale, et ici, vous avez l'arrière-fond des cavités orbitaires. C'est une solution, parfois, quand le fœtus est vraiment très défléchi, qu'on ne peut pas utiliser la voie translinguale. Alors, sur le plan pratique, je vous ai dit tout à l'heure que si on se contente de ça, on peut passer à côté d'une petite fente labiale. Vous la voyez passer ici. On a une petite fente labiale, là, qui n'était pas visible autrement. Et cette fente, elle joue très peu sur l'aspect des narines. Il n'y a pas d'écartement narinaire. On va voir que c'est un signe d'appel important dans le dépistage que de voir des narines asymétriques. Alors, on peut avoir des fentes labiales simples bilatérales. Vous voyez que c'est une petite encoche. L'écho de rendu de surface nous montre ce qu'on avait déjà comme information. On peut avoir là, cette fois-ci, vous voyez, un écartement qui est plus net, donc plus facile à voir. Et vous voyez que là, on va avoir un étirement narinaire. Et ça, avec une déviation de la cloison nasale, ça, pour l'échographiste qui fait un dépistage, s'il commence par cette coupe-là, il sait qu'il y a très probablement une fente dessous et il faut aller faire ce type d'image. Vous voyez que là, il y avait en plus une interruption de l'arc alvéolaire, donc il y avait une fente labio-alvéolaire. Donc le processus s'est interrompu un peu plus tôt que dans le cas précédent. Et donc il faut aller vérifier, bien sûr, le palais secondaire, puisqu'on vous avez vu que c'était deux processus indépendants, mais qui peuvent être liés. Alors sur ce fœtus, dont on voit ici l'aspect de profil, c'est une coupe en fait sagittale,
qui paraît tout à fait correcte. Eh bien, quand on fait la coupe nez-bouche, elle n'est pas parfaite, mais on voit qu'il y a un étirement de la narine. Donc, il y a quelque chose qui se passe en dessous. Et il faut aller chercher cette petite fente. Et là aussi, vous voyez qu'il y avait une fente. Je vous ai mis un témoin normal sur l'arc maxillaire. Vous voyez qu'il y a la portion antérieure ici qui manque du côté homolatéral à cette fente labiale, donc fente labio-alvéolaire. Alors ici, vous avez un profil entre guillemets où on voit que ça va pas du tout. On voit la langue en place, mais ça va pas. Et donc quand on va faire une coupe ici pour voir les orbites, on voit qu'en plus il y a une déviation de la cloison nasale qui est majeure. Il y a même les os propres du nez, donc il y a un gros déséquilibre. Et on va voir ici que l'arc maxillaire, le défect au niveau de l'arc maxillaire est assez important et qu'il y a en plus une fente palatine associée. Donc là, il y a un remaniement beaucoup plus important et ça va donner un aspect dysmorphique plus important. Chez ce fœtus également, là, vous voyez que vous avez l'arc maxillaire et vous avez un petit bourgeon osseux. Qu'est-ce que c'est que ce bourgeon osseux? C'est une fente labio-maxillaire bilatérale. Donc ce bourgeon des deux incisives médianes supérieures n'est pas rattaché à l'arc maxillaire, et donc il y a un bourgeon qui est protru, et ça donne un petit bourgeon charnu aussi protru, avec des narines étirées, et vous voyez que là, on voit qu'il y a une interruption de cet arc, et on va retrouver, en remontant un petit peu ici, on va retrouver le vomer, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de structure osseuse palatine, et vous voyez, quand on va le refaire, je vous ai fait cette coupe tout à l'heure, par voie sous-maxillaire, là, pour le coup, comme le palais est ouvert, on voit très bien le vomer, et ici, l'insonation des structures ethmoïdale, par rapport à l'image témoin qu'on voit ici. Alors, celui-là, il a aussi un remaniement. On va faire une coupe frontale. On voit qu'il y a un petit bourgeon osseux. Et vous voyez qu'on voit la langue. Et c'était pour vous montrer cette histoire de vomer. Vous voyez qu'il a une fente palatine. Et sur la coupe sagittale, je vois une interface. Je pourrais en déduire que le palais est intègre. Ça n'est pas la coupe qui permet de le faire. Et donc, vous voyez que ce fœtus, en fait, il a la cloison nasale cartilagineuse, le vomer, qui est la cloison osseuse, et cette langue. Et quand on va faire une coupe transverse, on voit les mouvements de la langue, donc sa langue bouge dans les fosses nasales, ce qui montre bien qu'il y a un défect palatal. Alors on peut aller sur le palais vélaire, ça peut être utile. On peut avoir, donc là c'est une luette normale, on peut avoir une fente intéressante, le palais vélaire. En dépistage en Barry, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais s'il y a un antécédent de fente, et en particulier de fente syndromique, le fait de voir une fente au niveau du voile du palais peut intéresser nos collègues généticiens, parce que ça peut être la récidive de la même pathologie que le cas index, mais avec une expression variable. Et puis c'est pareil aussi pour ces luettes bifides aussi, qui peuvent intéresser la réflexion de nos collègues généticiens. Donc vous voyez, en conclusion, en dépistage systématique, on nous demande de vérifier, de se prononcer sur l'aspect du profil et l'intégrité de la lèvre supérieure, et on nous demande, sur ces deux images maintenant, de produire un cliché. Que près de 40% des fentes ne sont pas isolées, ça veut dire que l'échographiste a un gros travail avant de livrer, entre guillemets, la patiente à l'équipe pédiatrique de prise en charge postnatale, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie associée, syndromique et ou chromosomique, ce qui fait que nous faisons systématiquement un prélèvement de liquide amniotique, sauf dans les formes familiales, où il y a eu des formes familiales isolées. Là, on explique à la famille que le risque d'anomalie génétique associée est faible et que si on lui ferait une amniosynthèse si elle le souhaite, mais qu'il n'y a pas d'indication médicale. Les anomies de la phase, donc on vient de le dire, justifient un bilan diagnostique, et chez nous, c'est un référent qui va reprendre en charge ces patientes, les généticiens. Il faut reconnaître, et c'est pour ça qu'il faut rester prudent, l'examen de la face en routine n'est pas toujours facile. Il y a des faces postérieures, des fœtus qui sont enclavés, des parois maternelles qui sont épaisses. Et donc, quand on n'arrive pas à voir cette lèvre supérieure faire la coupe nez-bouche, on a le droit de dire qu'on n'y arrive pas, mais on n'a pas le droit de laisser penser qu'on l'a fait avec, à la naissance, un enfant qui naît avec une fente. Donc, on peut passer en disant « je n'y arrive pas, il faut recommencer », mais ne laissez pas entendre que c'était normal. Je vous remercie.